Ashley Flynn, une mère de 2 enfants âgée de 37 ans et entraîneuse de volleyball au collège, a été abattue et tuée chez elle en pleine nuit dans une ville tranquille. Son mari et ses filles étaient aussi dans la maison. Ils vont bien, sont indemnes et la police signale des traces d'effraction. Plusieurs jours plus tard, toujours aucune arrestation, aucun suspect en garde à vue et aucune explication sur les faits. Nous enquêtons sur l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Mère de 2 enfants, épouse et entraîneuse de volleyball au collège, elle était reconnue pour sa grâce, sa gentillesse et son sourire mémorable. Analysons cette affaire. Aux premières heures du matin du 16 février, 2 jours après la Saint-Valentin, la police de cette petite ville de l'Ohio a été appelée au domicile d'Ashley Flynn et de son mari. Ashley a été abattue à l'intérieur de cette maison. Elle a ensuite été déclarée morte. Son mari et leurs 2 jeunes filles se trouvaient également à l'intérieur de cette maison. Et c'est tout simplement miraculeux qu'ils soient sains et saufs et qu'ils n'aient pas été blessés. Maintenant, à ce stade, la police n'a pas dit grand-chose, mais ce qu'elle a dit est très révélateur. Ils disent que les preuves indiquent qu'il s'agit d'un cambriolage qui a mal tourné. Il y a des signes d'effraction. Il y a eu un coup de feu dans l'obscurité et la police dit qu'un suspect n'a pas été arrêté. Ils pensent, puisqu'il s'agirait d'un cambriolage présumé, que quelqu'un est entré dans cette maison et a tiré et tué Ashley Flynn. Maintenant, plusieurs jours ont passé et aucune arrestation n'a encore été effectuée. Et la question que tout le monde se pose dans cette paisible ville de l'Ohio est qui entrerait par effraction dans la maison d'une famille au beau milieu de la nuit? Et pourquoi ferait-il cela? Pourquoi irait-il dans cette maison? Était-ce quelqu'un qui visait la famille Flynn ou Ashley Flynn, ou bien était-ce complètement aléatoire? La police n'a pas encore dit ce qu'elle en pense. Pour comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire et ce qui est arrivé à Ashley Flynn, il faut commencer par savoir qui elle était en tant que personne. Âgée de 37 ans, elle vivait à Tip City, dans l'Ohio, une petite communauté soudée à environ 20 minutes au nord de Dayton. Ashley était mariée. Elle avait 2 filles et elle a consacré sa vie à travailler avec des enfants et d'autres personnes. Ashley était très publique, enseignante remplaçante à Tip City et entraîneuse de volleyball au collège Tippecanoe. Elle était aussi fidèle à l'Église. Elle et son mari étaient membres du Christian Life Center, qui est une église à Dayton, et cette communauté ressent vraiment leur perte. Ashley Flynn était décrite comme un membre très apprécié qui vivait sa foi chaque jour. Le district scolaire d'Ashley a publié un communiqué qualifiant son sourire de magnifique et sa chaleur ainsi que sa gentillesse d'inoubliable. Et en sachant à quel point Ashley Flynn était une bonne personne. Cela rend simplement très difficile de comprendre pourquoi cela s'est produit à l'intérieur de son domicile selon la police. Voici ce que nous savons sur ce qui s'est passé. Selon la police de Tip City, il était tôt le matin, lundi de cette semaine. Le 16 février, juste après 2h30, un appel est arrivé à la police de Tip City. À l'autre bout du fil se trouvait le mari d'Ashley et il signalait que quelqu'un était entré par effraction dans leur maison. Cet appel a déclenché une intervention enregistrée en direct sur les communications radio de la police que nous avons pu obtenir. Écoutez ceci. Effraction à Cunningham Court chez les Hervé, auteur inconnu. On ignore s'il est encore présent, porte du garage ouverte. Le déclarant et sa fille mineure sont enfermés dans une chambre. Petite correction, les mineurs sont dans leur propre chambre. Ils dorment actuellement. Une femme aurait été blessée à la tête par balle et ne répond pas. C'est l'information. City Manic 31. Bien. Dispatch. Des agents arrivent. Ils demandent que vous attendiez à l'église Upper Room. Cher Claire sera en attente à l'église. La police a établi un périmètre et fouillé le quartier. Selon les témoignages, le suspect s'était volatilisé, mais la police n'est pas restée inactive. Ils ont pu relever des signes d'effraction. Quelqu'un était entré dans cette maison, le chef à Tip City. Greg Atkins a déclaré aux journalistes que les premiers éléments indiquaient un cambriolage ayant mal tourné. Mais au moment de cet enregistrement, la personne qui est entrée chez Ashley Flynn au beau milieu de la nuit court toujours. Aucune arrestation n'a été effectuée et cela met la communauté sur les nerfs. Ils sont anéantis, ils sont terrifiés. Depuis la mort d'Ashley Flynn, l'élan de soutien pour elle et sa famille a été immense. On pense au district scolaire où elle enseignait et entraînait,
à l'église où elle priait et aux parents des filles entraînées, les gens ont du mal à comprendre la perte d'une vie fauchée trop tôt, surtout celle de quelqu'un qui faisait tant de bien dans sa communauté. Le district scolaire a été l'un des premiers à s'exprimer, écrivant: Les écoles de Tip City présentent leurs plus sincères condoléances à la famille, aux amis, aux collègues et aux élèves d'Ashley Flynn. Ashley était entraîneuse de volleyball au collège Tippecanoe, enseignante suppléante dévouée et ancienne enseignante des écoles de Tip City. Elle était connue pour son beau sourire, sa chaleur, sa gentillesse et l'impact positif qu'elle a eu sur tant de personnes, aussi bien en dehors que dans la salle de classe et sur le terrain. LifeWise, Tip City, où Ashley a aussi enseigné, a publié un message de tristesse et d'espoir. Ils ont écrit: Nous avons le cœur brisé par le décès de notre enseignante, Ashley Flynn. Nous savons que Dieu est proche au Christian Life Center, son église à Dayton, où Ashley était membre depuis longtemps, tout comme son mari, le pasteur, diffusant la nouvelle dans une publication partagée des centaines de fois sur les réseaux sociaux. Écrivant, je cite, un membre bien-aimé de notre Église, une servante dévouée de Jésus, épouse, mère, fille et tant d'autres rôles qu'elle a remplis avec grâce, dévouement et amour inconditionnel, a été assassiné dans sa maison. Veuillez prier pour son mari, ses 2 filles et sa famille élargie qui reste. Veuillez prier pour l'enquête en cours. Veuillez prier pour que la présence même de Dieu apporte du réconfort dans une situation inconcevable. Un ami de la famille a exprimé son propre chagrin en ligne. Un autre acte de violence inutile a coûté la vie à une épouse, une mère et une amie à nous à Tip City. Ashley avait un cœur gentil et aimant, et maintenant elle nous a été enlevée par un meurtrier. Et puis il y a les mots qu'Ashley elle-même a laissés derrière elle il y a seulement quelques mois. En octobre 2025, elle a publié un message sur les filles qu'elle entraînait, aujourd'hui en deuil de leur coach, disant: Je n'ai jamais été aussi fière de ces filles de 7e. Elles ont tout donné jusqu'au bout. Quelle belle séance! Et je suis tellement reconnaissant d'avoir pu en faire partie. Je les aime tellement. Une cagnotte GoFundMe a été créée pour soutenir le mari et les filles d'Ashley, indique la page. Citation, il n'y a vraiment pas de mots. Nos cœurs sont brisés et c'est dévastateur de devoir même écrire cela. Tant de personnes ont demandé comment elles pouvaient aider la famille Flynn pendant cette période inimaginable. Ceci a été créé afin que nous puissions les accompagner et alléger une partie du fardeau financier dans les jours et les mois à venir. Dès mardi, la cagnotte GoFundMe avait récolté près de 100 000 $ pour la famille d'Ashley Flynn. Rejoignez-nous pour en discuter. Mike King est-il commandant de police à la retraite et animateur de Profiling Evil? Et vous pouvez écouter le 3e épisode de son podcast Jardin du Mal à l'intérieur de la secte Zion Society. Le 3e épisode est sorti ce matin. Je sais, Mike, que tu es resté plus d'1 semaine en tête sur Apple. Félicitations pour ce podcast. Nous allons en discuter ici. Dans un instant. Tu regardes cette affaire que nous suivons à Tip City dans l'Ohio et c'est incroyablement tragique quand tu vois cette femme, le rôle qu'elle jouait dans la communauté. Mais voir ce que la police qualifie de cambriolage en pleine nuit dans une communauté aussi tranquille que celle-ci, qu'est-ce qui t'a marqué jusqu'à présent dans cette affaire? Je pense que les choses qui me frappent vraiment, Chris, sont tout d'abord ce que nous sommes souvent amenés à examiner, c'est la victimologie. Et ici, nous avons quelqu'un qui, je pense, mène un mode de vie relativement peu risqué. Elle ressemble à une mère au foyer pour la plupart du temps. Elle était autrefois enseignante à temps plein, mais elle est maintenant passée à un poste à temps partiel et fait du coaching à l'école. Donc elle est clairement engagée, elle est clairement investie dans sa tradition religieuse. Elle serait considérée comme une personne à faible risque. Et il nous arrive souvent d'avoir une vision étroite dans des affaires dites comme celle-ci, quand nous pensons aux suspects possibles à cause de ce mode de vie à faible risque. Mais nous devons aussi prendre en compte d'autres types de facteurs qui pourraient être hors du contrôle d'Ashley et de son mari. Des choses comme la situation dans le quartier, ou quelque chose qui aurait pu se passer en rentrant à la maison, ou peut-être quelque chose qui aurait été mentionné lors d'une réunion à l'église, comme « j'ai soudainement touché une grosse somme d'argent » ou ce genre de choses sont tous des éléments qui peuvent augmenter notre risque sans même que nous le sachions. Donc nous pourrions mener une vie vraiment sans risque. Mais les circonstances ou l'environnement, dont je pense que nous pourrions même parler, ou d'autres choses, peuvent vraiment commencer à modifier notre niveau de risque. Et lorsque ce niveau de risque change, le nombre de suspects potentiels commence aussi à s'élargir. Je sais, et tous ceux qui ont suivi connaissent l'affaire Nancy Guthrie, et il y a ce débat pour savoir si c'était, vous savez, une tentative de cambriolage au milieu de la nuit qui a fini par devenir un enlèvement.
Dans ce cas, vous savez, on voit une maison à 2h30 du matin dans une impasse. À quel point est-ce courant de voir quelque chose comme ça? Que quelqu'un, vous savez, ça deviendrait certainement violent. Mais je sais aussi simplement d'autres conversations qu'on a eues que c'est tellement rare, vous savez, peut-être pas dans les films, mais dans la vraie vie, que quelqu'un s'introduise réellement dans la maison de quelqu'un à un moment où, vous savez, les gens sont probablement à l'intérieur et dorment. Je pense qu'en réalité, il est assez courant de voir des cambriolages se produire alors que les gens sont chez eux. Habituellement, le prédateur qui s'introduit va rester aussi silencieux et discret que possible. Maintenant, j'ai parlé à des prédateurs au fil des années, surtout à des prédateurs sexuels, qui ressentent en fait un incroyable sentiment de pouvoir et de contrôle dans leur esprit. Lorsqu'ils jettent un coup d'œil par la fenêtre ou entrent dans la chambre, même, et regardent les personnes dans cette chambre en train de dormir. J'ai parlé à des violeurs en série et à des prédateurs sexuels en série qui m'ont raconté être allés dans la cuisine Friday's faire un sandwich et manger dans la cuisine. Parce que cela leur donnait ce sentiment incroyable de puissance d'avoir ce pouvoir sur la maison. Donc quelqu'un qui s'introduit, encore une fois, moi, c'est rare, mais je pense que cela arrive plus souvent qu'on ne le croit, qu'ils le font quand les gens sont chez eux. Donc, ce qui devient intéressant, c'est de savoir si une Ashley Flynn a été la cible d'une forme de violence qui s'est produite là-bas, ce que nous savons être un homicide. Je ne sais pas si on nous a dit quelle était la cause de cet homicide. Ou bien se trouvait-elle simplement debout à ce moment précis et s'est-elle retrouvée face à face? Et j'avance beaucoup d'hypothèses ici, Chris. Mais étant sportive ou probablement une femme très déterminée, a-t-elle résisté plutôt que de battre en retraite? Et est-ce que cela a conduit à un homicide non prémédité, par opposition à quelque chose qui était planifié et préparé? Comme on le disait avant l'enregistrement, cette maison est située dans une impasse. Mais aussi, quand on prend du recul et qu'on la regarde d'en haut, on peut voir qu'il y a des champs dans la région. Par exemple, comment les enquêteurs analysent-ils la disposition de cette maison vue d'en haut et en quoi cela peut-il les aider à localiser les preuves? Eh bien, quand on regarde cet endroit, on commence à penser à quelques éléments assez intéressants, je trouve. Je pense que la première chose, moi, c'est qu'il faut prendre en compte l'apparence de la maison selon les images aériennes les plus récentes, ce qui, parfois, peut être délicat. Mais quand on regarde cette maison au sommet d'une impasse, mais il n'y a vraiment qu'une seule façon d'entrer dans cette communauté, c'est la voie naturelle. Il y a une route secondaire pour entrer dans cette impasse qui serpente à travers quelques routes différentes pour y arriver. Donc, nous pouvons commencer à examiner les issues de secours et les points d'accès et commencer à théoriser sur le fait qu'une personne ait pu venir en véhicule ou se garer sur l'autoroute, puis entrer à pied et commettre un cambriolage ou d'autres crimes. Il sera intéressant de découvrir si d'autres crimes ont eu lieu dans la même zone que ce cambriolage et ce homicide. Et s'il y a eu des choses comme des effractions de voitures ou des caméras Ring qui ont capté des personnes rôdant dans la cour. Tout cela nous donnera de véritables indices comportementaux sur ce que ce prédateur en particulier pensait et faisait, et peut-être sur sa motivation. Parce que s'il va directement chez elle, c'est un comportement complètement différent que s'il traîne et tombe sur quelque chose qui ressemble à une opportunité. Je pense. L'autre chose, moi, juste si quelqu'un regarde l'une des images aériennes, c'est le fait qu'il y a de grands espaces ouverts où quelqu'un pourrait profiter du confort de la dissimulation. À cause de la nuit, il n'y a peut-être pas beaucoup d'abris à part la clôture, là où il semble y avoir des arbres juste au nord de leur maison et un grand champ. Mais encore une fois, quel excellent accès et quelle bonne voie de sortie des endroits comme celui-ci peuvent offrir. Donc nous devons en tenir compte quand nous réfléchissons au comportement de l'auteur. Et, et en fin de compte, Chris, je pense que ça va vraiment se résumer à ça. Si les forces de l'ordre montrent qu'il y a eu des effractions de voitures, qu'il y a eu d'autres cambriolages dans la région, alors cela devient plus opportuniste que ciblé. Je sais qu'ils utilisent chiens et drones dès l'arrivée de la police. Je suis certain qu'il y a un moment, en tant que détective ou officier, où vous tentez juste de comprendre ce qui s'est passé dans la maison, puis discuter de la fouille de la zone. Un chien n'a rien détecté. À notre connaissance, cette information n'a pas été communiquée et aucun suspect n'est connu à ce stade. Qu'est-ce que cela vous dit sur la façon dont cette personne a potentiellement pu s'enfuir?
qu'un chien, un drone, d'après ce que nous comprenons, n'ont peut-être rien trouvé lors de cette première recherche? Eh bien, je suppose, tout d'abord, si le point de sortie était la route, il pourrait être plus difficile pour un chien de suivre et de retrouver la trace si la personne est passée par-dessus une clôture et à travers les bois. Le chien pourrait être capable d'attirer. Même s'il revenait en plein jour, il pourrait voir, étant donné que c'est une période plus froide, je ne sais même pas s'il y a de la neige au sol parce que je n'ai pas vu de rapport localisé. Mais il pourrait y avoir des traces ou d'autres éléments qui pourraient indiquer la direction dans laquelle le prédateur s'est enfui. Mais il faut aussi garder à l'esprit que nous ne savons pas à quelle vitesse les forces de l'ordre ont amené des chiens sur place, ni combien d'activités il y a eu autour de la maison, ce qui aurait pu créer du bruit pour un chien. Avant. Ils ont en fait dit, maintenant voyons si nous pouvons suivre une piste quelque part. Et la police a déclaré qu'il y avait des signes d'effraction dans la maison. Je ne sais pas si cela signifie une fenêtre brisée ou une porte défoncée. Mais lorsqu'il y a des signes d'effraction, quel type de preuve peut être laissé sur place? Cela peut-il vous aider à retrouver la personne qui a fait ça? Ces éléments deviennent une véritable mine d'or pour un enquêteur, car vous pouvez faire des choses comme essayer d'examiner la méthode utilisée pour entrer dans la maison. Ont-ils été négligents en laissant la porte déverrouillée permettant à quelqu'un de l'ouvrir? Est-ce qu'une moustiquaire a été enlevée et une fenêtre forcée? Et si cette moustiquaire a été retirée, a-t-elle été découpée? Ou bien a-t-elle été retirée du cadre à l'aide d'un tournevis et arrachée? Tout cela nous donne des indications sur les capacités du prédateur et surtout sur la préméditation nécessaire pour sortir et commettre ce genre de crime. Transporter. On entend souvent parler de prédateurs sexuels ayant des kits pour attacher ou d'autres usages. Les cambrioleurs ne sont pas différents. Ils peuvent transporter un tournevis ou un couteau exacto ou un cutter pour découper une moustiquaire et des coupes-boulons pour couper une chaîne ou autre chose. Tout cela peut être retrouvé comme élément de preuve qui commencent à remonter jusqu'à l'individu responsable. Et vous ne pouvez pas entrer sur une scène puis la quitter sans y apporter quelque chose et en emporter autre chose. Nous devons aussi chercher toutes les preuves médico-légales qu'ils recherchent déjà. Et dans les cas où il y a des cambriolages qui deviennent violents, même de cette façon, à quelle fréquence avez-vous constaté cela? Les responsables, c'est la première fois qu'ils sont entrés dans la maison qu'ils l'ont vue. Ils en ont juste choisi une et ils ont décidé que ce serait la maison qu'ils allaient cambrioler cette nuit-là à 2h30 du matin. En menant votre enquête, vous repensez, consultez peut-être les caméras de sonnette et observez des faits survenus des jours ou semaines avant pour voir s'il y avait quelqu'un dans le quartier qui aurait pu paraître un peu louche, qui aurait pu être en train de repérer les lieux. Oui, je veux dire, encore une fois, cela revient à l'idée de ciblé ou opportuniste, n'est-ce pas? Et l'idée qu'un événement ciblé aurait fourni des preuves d'une préparation préalable. Une preuve que je ne porte pas juste un tournevis dans ma poche parce que je suis cambrioleur. Mais en fait, réfléchir à la façon dont je vais pénétrer dans cette cible en particulier, cela devient vraiment significatif par rapport à l'exact opposé qui consiste simplement à errer et à se dire «Oh la vache, la porte arrière de cette maison est ouverte». Et vous savez, nous avons vu des vidéos, par exemple, pensez aux vidéos qui ont été postées sur YouTube ou ailleurs, où l'on voit simplement un parking et on peut voir des gens passer et vérifier les portières des voitures. Ce sont des criminels opportunistes. Et donc, il devient vraiment important que nous ne le fassions pas. Nous, en tant que force de l'ordre, ne tirions pas de conclusions hâtives et que nous laissions tous les faits commencer à nous dire ce qui s'est passé ici. Au lieu d'arriver et de dire «Mec, la semaine dernière, j'ai traité un cambriolage qui ressemblait à ça, donc ça doit être le même». Ensuite, nous passons nous passons notre temps à déformer les faits pour qu'ils correspondent à notre idée. Non, et je suis content que tu en parles car j'ai souvent entendu cela comme une vérité. En réalité, les cambriolages de nuit sont très rares. Mais après, je n'aime pas ramener ça à l'affaire Guthrie. Beaucoup d'entre nous y pensent actuellement. De nombreuses vidéos montrent des personnes suspectes tirant sur des poignées de porte la nuit à Tucson, en Arizona. Et donc, c'est quelque chose où il semble que, tu sais, il est possible qu'il y ait des gens dehors qui sont opportunistes de cette façon.
Dans ce cas, elle, coach, enseignante, fervente pratiquante d'église, croit. Elle était une sorte d'enseignante à l'école du dimanche ou enseignait dans un centre chrétien dans la région de Dayton Tip City, donc c'était quelqu'un de connu. On le voit au nombre de personnes qui lui rendent hommage sur les réseaux sociaux et témoignent de sa qualité exceptionnelle. En même temps, quand on occupe ce genre de poste, comment cela impacte-t-il l'enquête? Sachant qu'elle était connue de tant de personnes dans cette communauté, en examinant les suspects, il est possible qu'elle ait eu un problème avec l'un d'eux sans que nous le sachions. Eh bien, aussi inconfortable que cela puisse être, parce qu'elle serait ce que je considère comme une personne à faible risque. Vous devez commencer par le cercle le plus proche et élargir progressivement. Par exemple, il ne semble pas que le mari fasse quoi que ce soit de louche. Comme dire qu'il veut avoir un avocat avant de parler aux forces de l'ordre ou quoi que ce soit de ce genre. Il a été, d'après ce qu'on entend, avec la quantité limitée d'informations rapportées. Et franchement, Chris, je suis vraiment ravi que le service de police de Tip City ne fasse pas ce que nous voyons se passer à Tucson, où il passe dans les médias tous les jours en disant « Aujourd'hui, nous allons faire 5 pas vers la gauche, ramasser quelque chose, puis vous en parler ». Ils mènent une enquête, ils essaieront de nous tenir informés de ce qui se passe dans les choses qui sont pertinentes. Mais ce cercle va s'élargir, et puisque vous avez mentionné des choses comme l'église ou ses activités à l'école. Ce cercle d'influence, encore une fois, parce qu'à mon avis elle est à faible risque, va continuer à s'intéresser à des personnes comme ça. Cela pourrait signifier que des personnes de l'église sont interrogées. Cela ne veut pas dire qu'elles sont interrogées de façon formelle, cela veut simplement dire qu'on leur pose des questions. Qu'est-ce que vous savez? Que pouvez-vous m'aider à comprendre? Cela pourrait même concerner l'équipe et les parents des membres de l'équipe qu'elle entraîne, ainsi que d'autres personnes. Parce que si, en fait, il y a des preuves pour soutenir que c'était un acte ciblé, alors statistiquement, les actes ciblés contre des personnes à faible risque sont généralement commis par quelqu'un qui les connaît, ou du moins qui sait qui elles sont. Donc c'est un cercle très restreint. Oui, et quel cas difficile, vraiment difficile, venant de l'Ohio, avec quelqu'un qui semblait faire tellement pour la communauté, tellement de bien. Perdre la vie ainsi pour une mère et épouse est horrible. Mike King, ex-commandant de police, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur Law and Crime. Vous voulez parler de votre podcast qui fait fureur en ce moment sur Apple? Vous êtes numéro 1 sur Apple. L'épisode 3 de Jardin du Mal, à l'intérieur de la secte de la Société de Sion, sort aujourd'hui. Que doivent savoir les gens à ce sujet? Vous savez, c'est basé sur mon livre, Trompé, un mémoire d'enquête sur la secte de la Société de Sion, dont nous avons parlé plusieurs fois tous les deux. Mais le podcast, nous voulions que le podcast raconte l'histoire à travers les yeux des survivants et de ceux qui ont participé ou qui ont participé à cette enquête. Donc c'est vraiment un podcast génial. C'est en 7 parties, peut-être 8, car nous sommes en train de décider si nous allons faire un 8e épisode. Mais nous incluons ici les survivantes de cette affaire qui, au moment où elles étaient victimes, étaient, vous savez, de jeunes filles âgées de 6 à 14 ans. Cela inclut aussi quelques jeunes garçons qui ont été victimes dans la secte et nous avons leurs témoignages tout au long du podcast. Nous avons des policiers qui étaient présents le jour où nous avons exécuté le mandat de perquisition. 70 policiers, Chris, pour intervenir dans ce complexe, prendre le contrôle et tenter d'exécuter les mandats de perquisition et d'arrestation. Et cela va inclure les procureurs, les défenseurs des victimes mineures et d'autres intervenants au fur et à mesure de notre discussion. Mais l'histoire ne porte pas sur la laideur de l'agression. Nous le reconnaissons, mais l'histoire porte vraiment sur la façon dont les sectes recrutent et maintiennent le contrôle sur des personnes apparemment intelligentes. Et comment ces personnes peuvent, d'une certaine manière, changer leur morale et choisir de commettre des crimes, tout cela au nom de ce Dieu farfelu en lequel elles croyaient. Oui, c'est juste, ce sujet est vraiment fascinant. Je sais que tu en as parlé, tu l'as vécu et maintenant tu l'abordes dans ce podcast. Jardin du Mal, à l'intérieur de la secte Zion Society, épisode 3, disponible aujourd'hui. Merci Mike King d'être avec nous sur Law and Crime. Merci Chris. C'est tout pour cette édition de On the Case présentée par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube, Spotify et retrouvez-nous sur Peacock. Je suis Chris Stewart, je vous retrouve la prochaine fois.